posent des questions plus loin, puis ils se disent qu'est-ce que je fais pour les autres aussi, et pour la Terre? Qu'est-ce que je fais pour que l'espace des autres, qui est mon espace en réalité, ceux avec qui je suis en relation, qu'est-ce que je fais pour que cet espace dans lequel j'évolue soit meilleur? Donc qu'est-ce que je fais de bien matériellement? Qu'est-ce que je fais de bien émotionnellement? Qu'est-ce que je fais de bien intellectuellement et spirituellement pour les autres? Et à ce moment-là, on commence à faire ça aussi. Et ça aide à appliquer les premiers principes dont j'ai parlé. Le fait de dire qu'est-ce que je fais de bien pour les autres, dans ces différents niveaux, ça aide bien. Et puis, un autre principe qui surgit très rapidement. Pourquoi moi, je suis dans cette situation de comprendre ces choses, alors que très peu de gens comprennent réellement ces choses, encore moins les appliquent. Beaucoup naissent dans des familles extrêmement conflictuelles, d'autres naissent dans des pays ou des régions où le conflit est encore plus manifeste, où il y a la guerre. D'autres naissent dans des régions où on meurt de faim. D'autres naissent dans des pays où on est opprimé. Et moi, je suis là, assez tranquille. De ce point de vue-là, en plus, je suis relativement à l'aise matériellement. Pourquoi moi? Oui. Et la réponse à pourquoi moi, même si on ne la trouve pas, parce qu'elle est liée au destin et au karma, la réponse c'est une attitude. C'est l'attitude de gratitude. C'est pour ça que l'exercice de la gratitude est l'exercice le plus important qui soit. Parce que celui qui pratique l'exercice de la gratitude, soit petit à petit comprend réellement les choses, soit il se met dans la meilleure des situations possibles pour que son propre esprit se manifeste. Et je pense qu'on reconnaît les gens qui évoluent au fait qu'ils comprennent bien l'exercice de la gratitude et qu'ils le pratiquent. Je pense même qu'on ne peut pas évoluer réellement si on ne comprend pas l'exercice de la gratitude ou si on ne le pratique pas. Sinon, on est comme beaucoup de gens qui évoluent juste dans leur pensée. Mais le fait de faire évoluer la pensée la conduit simplement à penser plus, mais pas mieux, pas à un niveau plus élevé. Le cerveau de l'être humain est ainsi fait qu'il est capable de penser beaucoup de pensées, et de plus en plus de pensées, sans que ça le fasse évoluer le moins du monde. Ça donne une quantité en plus, mais qui ressemble à une quantité de fumier en plus. Pour que naissent des pensées de qualité dans un cerveau, il faut qu'autre chose se passe dans d'autres parties de l'être humain. Par exemple, il faut qu'un niveau d'être s'améliore. Il faut que, par exemple, la gratitude devienne une réalité pour lui. Et à ce moment-là, de grandes pensées peuvent naître dans ce cerveau. Sinon, ce n'est pas le cas. Et beaucoup de gens qui ne pratiquent pas suffisamment les attitudes nobles du chemin ne peuvent absolument pas évoluer, et même sont dans une, et on parlait de ça tout à l'heure, dans une dynamique de régression, parce que, ayant beaucoup de connaissances dans leurs pensées, il leur manque l'équilibre de la pratique. Et ce manque d'équilibre conduit à une régression. Et parce que c'est un des grands excès. Les forces, dont il était question tout à l'heure, se réjouissent des grands penseurs. Oui, parce qu'ils savent que cette pensée-là, lorsqu'elle n'est pas accompagnée de sentiments ou d'attitudes, puisque les uns peuvent entraîner les autres, savent que lorsque la pensée n'est pas accompagnée d'attitudes, de sentiments, conduit vraiment à une sclérose d'une partie de la nature humaine et à un débordement de l'autre. Et cette sclérose et ce débordement sont le lit de la venue de ce qu'il a appelé Zorat.